Une nouvelle émission dans toute liberté. Cette fois-ci, je reçois quelqu'un qui use et abuse de sa liberté, puisque vous publiez une revue de droite. Comment peut-on publier une revue de droite? Mais vous n'avez pas honte? Non, mais je veux dire... Alors, elle n'est pas que de droite. Le rédacteur en chef n'est que de droite. Hein. Oui, c'est moi. Bravo. Moi. Bon, voilà. Mais de fait, elle n'est pas que de droite, elle appelle à faire sauter des vieux clivages qui nous étouffent. Hein. Je crois que, pour ce qui me concerne, hein, mais je parle à titre individuel et pas au nom de la rédaction, je crois que la division du monde, hein, en droite et gauche, la polarisation du monde... Hein, c'est fini, ça. Non, je crois pas. Je crois que ça obéit à des... je crois hein, que pour les gens de droite et les gens de gauche, ça obéit à des ressorts très profonds, très enracinés, très antérieurs à la naissance historique de la droite et de la gauche, la Révolution française. Hein. Ça va mettre 100 ans du reste, hein, se mettre en place vraiment ce découpage du paysage politique, hein. Mais je crois que qui venait de l'endroit où les gens s'asseyaient dans la chambre. Dans la chambre, dans la Convention, à la droite du roi, donc c'était les aristocrates hein, qui étaient à la droite du roi, et la droite est née de là, mais elle deviendra vraiment la droite fin 19e, début 20e, jusque-là on en parle assez peu en fait, on parle de bonapartistes, de républicains, etc., de légitimistes, hein. Mais je crois néanmoins qu'il y a des Capulet et des Montaigu dans le théâtre de Shakespeare, qu'il y a des gens qui sont plutôt Beatles et d'autres qui sont plutôt Rolling Stones, et il y a des gens qui sont de droite et d'autres qui sont de gauche. Moi, je suis de droite. Je crois qu'on est comme ça. Voilà, ouais. Et je suis plutôt Rolling Stone que Beatles. Voilà. Mais je crois qu'on est, moi, personnellement, je le vois dans ma famille, dans mon histoire et tout, les gens, dans le fond, naissent de droite ou naissent de gauche. Je crois que c'est un caractère inné, quoi. C'est pas du tout un caractère acquis. Enfin, je le vois. Et souvent, on dérive vers son... Je suis là. Vous me permettez? Oui, je pense qu'il y a une dimension acquise, au sens où il y a des comportements de droite et des comportements de gauche. Acquise, innée, pardon, plutôt. Mais de fait, hein, les gens ont tendance à voter les enfants comme leurs parents. C'est frappant dans les études de la sociologie électorale, c'est frappant de voir la tradition du vote hein, dans des régions, dans des familles. Pour autant, il y a des gens de gauche qui ont des comportements d'hommes de droite. Hein, et réciproquement, il y a des gens qui se disent de droite hein, et qui, de fait, sont de gauche. Hein, oui, tout à fait. Et donc, cette revue, elle existe depuis longtemps? Depuis un demi-siècle. Hein. 50 ans. Ça commence à être vénérable. On l'a dépoussiérée et rajeunie, mais elle a la cinquantaine. Et elle a été publiée sans interruption ou il y a eu des Sans interruption. Alors, il y a eu des moments Alors, c'est un bimestriel, 6 numéros par an. Et il y a eu des moments où la périodicité était un petit peu plus éloignée. Mais oui, elle a paru sans discontinuer depuis un demi-siècle. Et qui était à l'origine À l'origine, c'était toute l'équipe de la Nouvelle Droite, hein, et surtout des journalistes au départ. Alors, c'est un journaliste qui est mort, qu'on a un peu oublié, mais qui était le patron du Figaro Magazine, hein, parce que Léman a d'abord été une école de journalisme, en fait. Hein, c'est Jean-Claude Vallat, qui a donné une orientation très journalistique, hein, donc très news, hein, assez punchy au magazine. Hein. Évidemment, la figure tutélaire, c'est Alain de Benoît, lui, depuis un demi-siècle. Hein. Aujourd'hui, il ne signe plus que les éditos et des papiers. Dans le dernier numéro, il a consacré une étude exhaustive, remarquable, hein, à l'indigénisme, qui est devenu un sujet central depuis 6 mois, en fait, depuis bien plus longtemps. Il y a Bock-Côté qui avait fait un très bon livre sur ça. Bock-Côté a fait de très bons travaux, en général, sur tous les sujets, sur celui-là en particulier. Bock-Côté a fait des travaux. D'ailleurs, je ne sais trop recommander son livre, qui était paru il y a 2 ans, je crois. De le lire dans... il a fait un livre également, il fait des émissions au Québec, que je suis, Les Figaro, toutes les semaines, et nous, on le fait intervenir dans Éléments depuis quelques années, et de Benoît nous avait alerté sur Bock-Côté il y a 10 ans de cela, en nous disant attention les jeunes, hein, regardez du côté du Québec, là-bas, il y a quelqu'un de très très intéressant qui est en train de pousser. Et Bock-Côté devait avoir la 25. Hein, Non, parce que moi je suis tombé sur ce livre par hasard, et cet été, j'ai été bluffé parce que j'avais rencontré Bock-Côté, mais je ne m'imaginais pas qu'il pouvait atteindre des tels degrés de profondeur. Quoi. Ouais, si, et il est très jeune, hein, il est très jeune, il doit avoir même pas 40 ans. Hein, donc, vous savez, c'est ce que disait Brassens, jeune con, vieux con, ça doit être aussi pour les intelligents. Non, c'est sûr. Simplement, il y a une maturité intellectuelle chez lui qui a été précoce. Hein. Moi, je rêve qu'il nous fasse un livre sur le mutant des mutants. C'est son président canadien. Parce que le fils naturel de Fidel Castro. Voilà. Le monde de demain... Trudeau. Oui, Justin. Justin, Faut l'appeler, faut le franciser, puisqu'ils sont quand même très sensibles et sourcilleux sur la question de la francophonie là-bas. Moi, je rêve qu'il nous fasse un livre sur toutes les mutations qui s'opèrent dans l'Ontario, dans le monde de demain est en train d'être pensé là-bas, sur le genre, le trans, sur l'orthographe inclusive. Ils sont très en avance sur les Californiens.
Il y a aussi Peterson qui célèbre contre toutes ces bêtises. Exact, oui, qui a fait d'énormes scores. Il fait d'énormes scores, mais malheureusement, il est disponible que pour ceux qui parlent l'anglais. Oui, exact, exact. Alors que de mon côté, on a de la chance. Il a la chance il parle notre langue. Ouais. Pas notre langue. De temps en temps avec un accent qui fait sourire, mais c'est plutôt sympa. On lui pardonne, il a maigri, mais il est magnifique. En plus, il ressemble à Depardieu. Il est splendide. Hein. C'est la splendeur gauloise. Il y a une femme qui a dû s'occuper de lui parce qu'il a perdu beaucoup de poids. Hein, il lui dédicace tous ses livres. Son prénom m'échappe. Hein. Il est arabisant, le prénom. Mais m'échappe, mais il lui dédicace tous ses bouquins. Ah oui, d'accord. Il est très attaché, je crois. Alors, racontez-moi un petit peu la vie d'une revue de droite en France dans les années de traversée du désert qu'on a connues. La droite, c'était quand même très très mal. Alors, pour Élément en particulier, puisque Élément a été, donc c'est l'école de la pensée de la Nouvelle Droite, qui a été hégémonique dans les années 70, 75-80, qui a attiré beaucoup de monde à elle, énormément. Beaucoup d'intellectuels, et qui a été de l'aventure du Figaro Dimanche, puis du Figaro Magazine, puisque toute la rédaction du Figaro Magazine, on est en 78, 79, 80, 81, oui, jusqu'à 80. C'était la grande époque Poels, ça. C'était l'époque Poels, c'est Poels, alors De Benoît me taperait sur les doigts, mais le gourou de Poels, c'était De Benoît. Et donc, à l'époque, Élément, la Nouvelle Droite, le courant de pensée auquel je me rattache, rayonnait, et on lui a cassé les reins à la suite d'une campagne de 6 mois, par la gauche, lancé par l'Observateur. À l'époque, il s'appelait le Nouvel Observateur parce que la gauche était terrorisée à l'idée que Giscard soit réélu, et elle était convaincue que la Nouvelle Droite aurait pu fourbir des munitions intellectuelles au giscardisme, ce qui n'était pas tout à fait le cas. Et on a cassé les reins de la Nouvelle Droite. Elle est rentrée une traversée du désert de 20 ans, facile, de 80 aux années 2000. Comment on survit? Moi, c'est l'époque où je rencontre Alain de Benoît. Eh bien, c'est un intellectuel qui est fort peu médiatique à l'époque, mais qui est très apaisé. Comme c'est un homme moralement très élégant, il porte assez bien la censure dont il est de fait accablé dans tout ce qu'il fait, dans tous ses travaux. Il avait des chroniques. On a oublié ce que c'était. Je le dis pour les jeunes. Les jeunes ne savent pas la liberté qui était la nôtre jusqu'aux années 80. Moi, à l'époque, en 80, je suis étudiant à la Sorbonne. Oui, mais vous avez raison, mais c'est quelque chose sur lequel je voudrais revenir, parce que on a dit beaucoup de mal des années gaullistes, des années Giscard, etc., mais quelque part, il y avait une liberté de pensée à l'université partout, qui était totale. Moi, bon, j'ai fait mon université, mettons, dans les années 60, mais dans les grandes universités, il y avait une série d'esprits originaux qui disaient des trucs invraisemblables, mais ils étaient parfaitement libres de le lire et personne ne leur disait rien, quoi. Il y avait un respect pour l'irrévérence qui était quand même une belle chose, quoi. Et tout ça a disparu. Moi, j'ai assisté à la toute fin. C'est fin des années 80. Donc, on est déjà dans le mitterrandisme. Il y a déjà SOS Racisme, tout ça. Donc, nous, c'est le reliquat. Moi, j'assiste au reliquat. Tous mes profs, ils ont 65 ans. Ils vont devenir des profs émérites. Donc, c'est vraiment la toute fin. Mais ça surprend les gens quand je dis ça. Moi, je suis à la Sorbonne, à l'époque, à Paris 4. C'est Paris 4. Le patron de l'UFR, donc du département de lettres, c'était Jacques Robichez. Jacques Robichez, je le dis aux jeunes gens, c'était le patron du comité scientifique du Front National. C'était le patron de la Sorbonne. Il n'y avait pas un antifa qui venait le houspiller pendant ses cours. Moi, j'allais aux cours de philo de Claude Paulin et Claude Rousseau, qui étaient des anticommunistes virulents, très virulents, proches du Front National. Ça gênait personne. Un type comme Jules Monroe, à l'époque, appelé à voter Le Pen. Jules Monroe, un des plus grands intellectuels français du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est inconcevable. Aujourd'hui, vous avez un professeur qui s'affiche, je ne dis pas Front National, je ne dis pas RN, qui s'affiche Manif pour tous. Donc ça commence là. Le nazisme commence là, aujourd'hui. Il est mort. Il ne peut pas faire de cours. Son cours est pourri. Son cours est pollué. Laissez-moi vous poser une question, parce que ce qui s'est passé, c'est... Bon, ça s'est passé partout, cette espèce de chasse aux sorcières qui s'est mise dans les années 80, parce que, bon, ça s'est vu aux États-Unis, ça s'est vu en Angleterre, ça s'est vu partout. En France également. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette chute dans la capacité de penser? Parce que ce que je dis souvent aux gens qui me laissent pantois, c'est que dans le fond, c'est la première fois dans l'histoire, mettons que la France ait 10 siècles, elle commence, mettons, à Bouvines, c'est à peu près là où on commence à voir émerger l'idée. Il y a toujours eu des grands intellectuels. Il y a toujours eu, dans le fond, les grands intellectuels, il y a eu des grands intellectuels français qui ont dominé le monde pendant 10 siècles. Et puis ça s'arrête à la génération, mettons, de Camus, de Malraux. Et depuis, c'est le désert. Qu'est-ce qui nous est arrivé? C'est une bonne question, mais moi, c'est une question qui est terrible parce que
Soit on fait une lecture, vous savez, à la Spengler sur le déclin de l'Occident, donc on dit qu'elle est... On décline comme des fous sous la Troisième République. Non, mais je vais en faire la critique de cette grille de lecture, puisque ça veut dire que les civilisations sont des créatures mécaniques, hein, qui ont un début... On se fatiguerait. Qu'on se fatigue. Non, on peut faire une lecture à l'inverse. Les civilisations, c'est comme les saisons, c'est comme la roue, elle tourne, hein. Ça va, ça vient, ça s'effondre. Peut-être que nous sommes au creux de la vague. Hein. Peut-être qu'on assiste à un frémissement, depuis, en tout cas au niveau intellectuel, en tout cas au niveau estudiantin, depuis le début des années 2010. Hein. Dans l'univers catholique, la Manif pour tous a produit, est en train de produire, on parlait de Bock-Côté, est en train de produire une nouvelle génération. Alors évidemment, c'est encore des bleus. Bock-Côté est un des plus solides, hein, et tous n'ont pas son coffre ni son courage. Hein, j'en conviens parfaitement. Et certains sont assez décevants. Mais il n'empêche, hein, pour la première fois, on voit des vingtenaires, trentenaires qui publient, qui réfléchissent, qui pensent, et qui arrivent à introduire leurs idées sur les plateaux de télévision, en tout cas à la marge. C'est un début. Peut-être parce qu'en Angleterre, où j'ai vécu 20 ans, vous avez eu l'émergence de 2 ou 3 robustes penseurs, plus celui qui vient de mourir que j'aimais beaucoup. Ouais. Si vous me permettez de parler d'éléments... Mais bien sûr, parler par exemple, on fait dans Éléments, dans le dernier numéro, un entretien avec 3 intellectuels anglo-saxons, anglais et américains. Matthew Crawford, David Goodhart et Richard Sennett. Goodhart, les Français le connaissent sans le connaître. C'est lui qui a théorisé les Anywhere et les Nowhere. Ceux de quelque part. Je le connais, j'ai vécu à Londres, je le connais. On connaît peu Matthew Crawford, mais on essaye de le faire connaître à Éléments, ce qui est un intellectuel fantastique, vraiment fantastique. Hein. On n'a pas d'équivalent en France au jour d'aujourd'hui. Du gabarit intellectuel de Crawford, on n'a pas d'équivalent. Il faut qu'on aille le chercher, c'est les anglo-saxons. Donc, de fait, pour vous répondre, oui, il y a un problème. Il y a un problème depuis 30 à 40 ans. Le 45 a cassé les reins. 68, moi je pensais surtout 68 qui a cassé les reins. Oui. 68 a cassé l'université, a cassé le savoir. Voilà, je crois que vous avez parfaitement raison. Je crois que j'ai toujours dit, mais je peux me tromper, je m'excuse de vous avoir interrompu. Je vous en prie. Mais j'ai toujours dit qu'il y avait deux écoles, deux enseignements qui avaient été en parallèle en France depuis des siècles. C'était d'un côté celui qui venait des dominicains, c'est-à-dire c'était l'université, et de l'autre côté celui qui venait des jésuites, c'était les grandes écoles. Et en 68, on a tué l'université. Ouais. Et ce faisant, on a tué les esprits libres. Ouais, exactement. Parce qu'on a remplacé les chevaliers du Christ par des soldats. Et les soldats s'obéissent, si j'ose dire. Et donc je crois que la cause de l'effondrement de nos esprits supérieurs vient de cette destruction qui a été faite de l'université. Vous voyez, on réfléchit chemin faisant et parlant. Oui, moi, 68 l'université, plus la réforme Abi, le collège unique, hein, mais plus c'est la destruction du savoir, le sabordage de l'autorité. On oublie que la Troisième République s'est imposée par son système. On a dit que c'était la République juive, hein. On a dit que c'était la République protestante. Hein. Et Albert Thibaudet a dit non, c'est ni l'une ni l'autre, hein, s'adressant entre autres aux Maurassiens. Il dit c'est la République des professeurs. Hein. Oui. Et il a raison. Il a raison, c'est la méritocratie républicaine. J'ai pas les chiffres en tête là, mais si on regarde les entrants à Polytechnique, à Normal, il y a un siècle et aujourd'hui, on est sidéré par le pourcentage de paysans. Rapporté au nombre de paysans, hein, en proportion, de petits commerçants, d'ouvriers. Il y avait une méritocratie. Donc on produisait l'école a produit pendant 50 ans des intellectuels, hein, des normaliens, qui venaient de nulle part, hein, qui montaient de leur province. Qui étaient ça a été Pompidou. Pompidou, il débarque du Cantal. Ça a été aussi à la limite Albert Camus avec M. Germain. Mais Camus aussi. Camus vient d'Algérie. Voilà. Et sa mère a été illettrée. Voilà. Donc il n'y avait pas de raison objective que sans la méritocratie. Donc c'est-à-dire. Donc vous êtes en train de dire quelque chose de très très grave. J'avais lu quelque chose comme ça. C'est que je crois que les promotions de l'ENA, Polytechnique, etc. aujourd'hui sortent de quelque chose comme 20 jardins d'enfants à Paris. Ouais, c'est ça. Ouais, ça doit être la formule est super. Ça doit être ça. Vous voyez, et puis les autres, c'est-à-dire autrefois la République considérait que son devoir c'était d'aller chercher le petit qui était très doué au fond du Cantal. Ou en Algérie, là, dont la mère savait pas lire, et de l'amener à un niveau où il s'était réalisé pleinement. Et cette fois-ci, depuis 20-30 ans, cette idée de l'éducation a complètement disparu. Voilà, ouais. On veut plus fabriquer d'élite. Hein. On a perdu le goût de l'excellence. On a imposé les bourdieusiens, on a imposé, pardonnez-moi de recourir à les élèves disciples de Bourdieu qui sont dominants dans le système universitaire, considèrent que la culture savante, hein, la conversation qu'il a nôtre en ce moment, est une culture spécifiquement bourgeoise. Hein. Donc elle défavorise de fait les fils d'ouvriers.
Donc ils vont s'aborder la culture savante, la grande culture. C'est vraiment, c'est raisonné, c'est le programme des pédagogistes. Hein, ils vont casser ça. Or c'est l'inverse qui se passe. Moi je suis un fils de commerçant, mon père était paysan, ma mère était paysanne. C'est précisément parce que j'ai eu accès à ce genre, à cette culture savante, hein, que j'ai pu m'élever. Mais eux ils font le calcul inverse. Hein. C'est des fils de bonne famille, bourgeoisie rose, hein. Vous le dites, je retiens la formule, c'est une vingtaine de jardins d'enfants, donc c'est un univers sociologiquement qui est conditionné, déterminé, qui lui a un recours que n'ont pas les catégories populaires. Les catégories populaires, on les a acculturées. Acculturées, ça veut dire qu'on les a coupées de leurs ressources intellectuelles. Hein. Eux, ils s'en foutent, hein. Le jardin d'enfants, ils s'en foutent, puisqu'après, ils auront la prof à domicile. Hein. Tandis que le Pompidou dans le Cantal l'aura pas. Si on n'apprend pas à Pompidou dans le Cantal, hein, le grand savoir, donc la grande culture, la France est ainsi faite, on peut le regretter, hein, que les cultures locales ont été asséchées par le jacobinisme, par la monarchie, mais donc c'est la grande culture qui fait que nous sommes français. C'est parce que je lis Molière, c'est parce que je connais le règne de Louis XIV que je deviens français. Je le deviens par l'école. Hein. Mais si l'école me prive de ce savoir, moi, à Pompidou, dans le Cantal, c'est un petit village, hein, Pompidou dans le Cantal, c'est rien, je veux dire. Ben, lui, aujourd'hui, il fait un CAP de monteur-ajusteur. Et ça, c'est dans le fond, c'est une trahison extraordinaire de la gauche. Oui. Parce que dans le fond, on peut dire ce qu'on veut de la Troisième République. Comme vous l'avez dit, c'était la réussite des professeurs. Et ce qu'ils voulaient, ils avaient une ambition, c'est dans le fond de sélectionner les meilleurs où qu'ils soient. Oui. Alors j'ai l'impression qu'on est passé de cette ambition à quelque chose de il faut qu'on soit tous mauvais. Tous nuls, hein, tous nuls. Faut l'étiage, pour reprendre la voie là. Ah non, mais c'est désespérant. C'est une trahison d'esprit de gauche, parce que l'esprit de gauche, c'était quand même la recherche de l'excellence. Oui. Pour chacun. Moi, je pense que la Troisième République, elle a été aussi forte sur ce chapitre de l'éducation parce qu'elle voulait concurrencer l'Église. Hein, donc, elle a persécuté l'Église. Il y avait les jésuites à l'époque. Voilà, vraiment, il y a eu l'expulsion des congrégations. Donc, comme elle se débarrasse, en 89, il y a un Français sur deux qui est quand même éduqué. C'est déjà énorme, hein, l'éducation. C'est énorme, grâce donc aux institutions religieuses. Hein. La République veut faire mieux. Tout le monde sait lire à peu près. Ou à peu près. Tout le monde sait à peu près lire. On sait lire, disons qu'il y en a un sur deux qui a les rudiments d'écriture, de calcul et tout, manuscrit. À vérifier, mais c'est à peu près à la louche. Hein. Et la République veut faire la même chose, mais elle veut faire mieux. Alors on peut lui reprocher d'avoir démoli l'Église, elle l'a démoli parce que là aussi on a oublié l'expulsion des congrégations, ça a été sauvage. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quantité de... C'est pourquoi il y a autant de religieux français en Amérique latine, c'est Troisième République, hein, c'est qu'ils quittent la France parce qu'ils en sont chassés, ou en Belgique. Hein. Ah mais ça c'est une des caractéristiques de la France, on a toujours chassé nos élites si vous voulez, depuis les protestants sous Louis XIV, ensuite les aristos, puis ensuite il y a eu les congrégations, puis il y a eu les juifs avec Pétain, ça a toujours été, dès qu'il y avait des types... Et vous pouvez rajouter donc l'élite républicaine, hein, que la Troisième République, hein, de substitution, mais de fait elle a existé, il faut regarder les noms, hein, on est surpris, je veux dire. Et bien ça, la République, hein, ce qu'on appelle la République hein, aujourd'hui, abusivement, l'a détruit méthodiquement à partir des années 60, hein, au nom d'une vision du monde post-marxiste, hein, c'est celle de Bourdieu, que le savoir est inéquitablement distribué. Oui, je sais qu'il est inéquitablement distribué. Il l'est pour des raisons principalement biologiques, hein, génétiques. Hein. En disant ça, vous êtes de droite. Oui, je le crois. Et à côté de ça, il y a également des raisons culturelles. Hein. Mais eux ne veulent voir que les raisons culturelles. Donc ils vont détruire la légitimité du savoir, pardonnez-moi d'employer ce terme-là, mais c'est le terme de Bourdieu, du savoir savant. Parce que il est dans l'esprit des bourdieusiens, il est étiqueté bourgeois, alors que ce sont eux les bourgeois. La nouvelle bourgeoisie, en fait, là aussi on se rend compte du renversement du monde. Hein. C'est que la grande bourgeoisie victorienne, hein, la grande bourgeoisie haussmannienne, hein, on pense ce qu'on veut d'elle. Hein, vous, plus de bien, je pense, que moi d'éléments. Mais il n'empêche, hein, moi j'aime en elle les qualités balsaciennes. Hein. C'était des pères qui étaient avides, hein, qui avaient faim, qui étaient des bâtisseurs. Et donc ils ont bâti des villes. Hein. C'est la bourgeoisie qui crée le monde, qui a recréé Paris, cette bourgeoisie-là. Il y avait un livre qui s'appelait Les bourgeois conquérants, je me souviens. Voilà, ouais. Et leur fils, c'est l'inverse. Hein. Leurs fils, hein, on est passé d'un mode de la production à un mode de la consommation. On est passé à des rentiers. À des rentiers, voilà. Des entrepreneurs à des rentiers. Voilà. Et le rentier, un peu honteux, qui lui a un capital... Bourdieu, alors Bourdieu est fils de paysan béarnais, lui. Mais c'est le seul. Hein. Tous les autres, ce sont des universitaires. Est-ce que c'est vrai qu'il avait tous ses enfants Henri IV ?
Oui, oui, il a fait ses enfants. Lui, son grand drame, c'est que je dis pas de bêtises. Je crois que le grand drame de Bourdieu, c'est d'avoir raté le concours d'entrée à Normal. Je crois. Je ne vais pas dire de bêtises. Hein. Je croyais qu'une fois qu'il était devenu Bourdieu, ça avait été un élève de Raymond Aron aussi. Il avait beaucoup déçu Raymond Aron, justement, après, mais c'était un des élèves préférés, me semble-t-il. Mais je crois qu'il a eu plusieurs enfants et qu'ils ont tous été Henri IV. Alors en tout cas, le Bourdieu qui fait du cinéma est passé par Henri IV ou le Grand, mais Henri IV sûrement, et par Normal, il est normalien. Donc ça a été pour Bourdieu une vengeance. La vengeance de Bourdieu, c'est qu'il a eu la chaire au Collège de France. C'est-à-dire qu'il a été au cœur de l'institution. Vous savez, il y a un penseur magnifique qu'on lit peu, qui va mourir, qui s'appelle Pierre Legendre, magnifique penseur, hein, qui articule le génie de l'Europe à Rome et au catholicisme, fantastique penseur, et il disait qu'avec Bourdieu, avec Foucault, donc les gens qui vont rentrer au Collège de France, c'est le prestige du prestige, c'est les pères qui choisissent le plus grand d'entre eux. Eh bien, on a fait rentrer l'hétérodoxie, c'est-à-dire les hérétiques, hein, au cœur de l'orthodoxie. Et ça veut dire que désormais notre orthodoxie, c'est-à-dire la foi commune, hein, eh bien c'est celle des hérétiques. Hein. Les hérétiques, c'est quoi? C'est la théorie du genre. C'est l'antiracisme délirant, c'est l'indigénisme. Aujourd'hui, ces gens-là, qui auraient dû être à la marge du système, sont au cœur de l'institution. C'est pour ça que nous, on étouffe hein, dans ce monde-là. Parce que notre adversaire idéologique, même notre ennemi idéologique, hein, a vraiment pris le pouvoir de l'institution. C'est-à-dire qu'à l'université, à Radio France, hein, à France Télévisions, ce sont ces gens-là ou leurs épigones hein, qui dictent l'ordre du jour. Hein. Ce qui veut dire quelque chose qui est très embêtant, c'est que, encore une fois, si on vient à la période de De Gaulle ou même de la 4e ou de la 3e République, il y avait des débats acharnés, mais intéressants et de bonne compagnie, si j'ose dire, entre la droite et la gauche. Cette nouvelle, parce que on partait de positions fortes des deux côtés, donc on n'avait pas peur de la discussion. Ces gens-là ont l'air d'avoir introduit dans le système, dans le fond, un retour à l'excommunication. Oui, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes excommunié. Il y a Chantal Delsol qui a écrit des lignes assez belles là-dessus. Et donc, c'est curieux de voir des gens qui se réclament de gauche être partisans de la censure. Oui. C'est nouveau, ça vient de sortir, quoi. Enfin, ça vient de sortir, ça fait 20 ans qu'on déguste. Oh, est-ce que c'est pas ça, être de gauche hein à la différence donc de la rédaction d'Éléments, moi, je vous le disais, hein, je reste attaché à cette division en faisant une lecture presque métaphysique. Hein. C'est vous dire à quel point je pense qu'elle est profonde, enracinée en nous. Il y aurait une histoire à faire de l'intolérance, hein, du sectarisme, de la haine. Hein. La haine est le grand mot aujourd'hui, ça a échappé à personne, les discours de haine, etc. Je crois que la haine est en propre la propriété des révolutionnaires historiques. Hein. Si on regarde les discours à la Convention après 89, en 92, 93, etc., on est frappé par la virulence inquisitoriale hein, des révolutionnaires. C'est-à-dire que l'autre est supposé mauvais. Et il est mauvais s'il ne se convertit pas. S'il ne se convertit pas. Et c'est très curieux, parce que dans le fond, ce que nous avait appris la religion chrétienne, c'est que le mal passe en nous. Ce que je veux dire, c'est le péché originel, c'est il y a une partie de nous qui est bonne, une partie de nous qui est mauvaise. Je veux dire, on n'est pas intrinsèquement bon ou intrinsèquement mauvais. Et ces gens-là, on doit penser qu'il y a des gens qui sont intrinsèquement mauvais. Et que eux, ils sont intrinsèquement bons. Mais c'est profondément anti-chrétien, cette notion, puisqu'ils ne portent pas le péché. Vous voyez ce que je veux dire? Ils le refusent, ils disent que non, moi je suis parfait. À ceci près que, pardonnez-moi, l'Église, hein, dans des périodes de crispation religieuse, souvent longues, hein, a recouru à ce que quelqu'un a appelé des législations de l'affolement. C'est-à-dire qu'on est affolé par le péché, on est affolé par le diable, par la sorcière. Est-ce que c'est pas ce qu'on est en train de nous faire avec le Covid? Ah, mais avec tout, désormais, avec tout. Sauf que on nous dit qu'on est porteur de haine. Hein. Non, c'est vous qui dites que nous sommes porteurs de haine, qui l'incarnez cette haine. Vous dites, hein, c'est ce que vous disiez, vous dites que vous préconisez la liberté d'expression inconditionnelle, hein, mais non, mais vous nous la refusez. Vous nous bannez, vous coupez plus la langue, hein, comme on faisait jadis. Jadis, on coupait la langue du bouffon. Parce que parfois, le roi, le bouffon, de la bouche du bouffon sortait des vérités dérangeantes. Pourtant, c'était son boulot. Voilà. C'était son boulot. Mais des fois, il allait un peu trop loin, dans l'insolence. Hein.
et le maître lui coupait la langue. Hein. C'est les choses sont... Aujourd'hui, on coupe le micro. Mais alors évidemment, c'est... Ou on coupe la possibilité d'imprimer. Voilà, donc... Et donc, ce que vous essayez de faire dans votre revue, pour y revenir, c'est que dans le fond, vous essayez de donner la parole à des gens avec lesquels vous n'êtes pas automatiquement d'accord, mais dont vous pensez qu'ils ont le droit de parler. Voilà, oui. Disons que la revue, moi, si je devais la définir, c'est vraiment une revue dissidente. Hein. Moi, je pense que... Bon, un samizdat. Alors, on est un samizdat en kiosque. Hein. Mais attendez, attendons un petit peu. Peut-être d'ici quelques temps, elle sera plus en kiosque, elle sera sur des papiers de cigarettes. Comme les télésamizdat. À l'allure où on va, c'est pas possible. Hein. Tout est possible. Dans ce monde-là, tout est possible. Les choses s'accélèrent. Elles s'accélèrent de mois en mois. On se réjouit par toujours dans la même direction. Voilà. De temps en temps, nous gagnons des batailles. On gagne des batailles. Hein. Mais on perd la guerre. La guerre, on la perd. Donc, il faudra qu'on la gagne, cette guerre. Moi, c'est le pari que nous faisons tous, que nous faisons à Éléments, etc., que je fais à titre individuel et collectif. Hein. Mais oui, on n'avance pas là. Alors, il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup dans ce que vous dites, c'est que dans le fond, vous avez l'air de penser, vous dites, je ne parle pas au nom d'Éléments. C'est-à-dire que dans le fond, vous êtes en train de dire, bien que vous soyez rédacteur en chef, c'est que dans le fond, chacun à l'intérieur d'Éléments parle au nom de lui-même. Non. Alors, j'ai pas conseillé. Alors, ça, c'est un lapsus de ma part. Non, je disais pour la question de la droite et de la gauche. Là, la rédaction vous permettez aux autres d'avoir des idées différentes. Voilà, donc la rédaction ne se définit pas sur le clivage droite-gauche parce qu'elle pense qu'il est plus opératoire. Moi, je l'ai dit, je crois qu'il le demeure. Donc, c'est à titre personnel. Ah non, pour le reste, je défends la rédaction et son esprit. L'esprit, précisément, c'est un esprit de liberté, de dissidence. Hein. Toutes les formes de dissidence. Dès lors qu'il y a quelqu'un qui ne pense pas comme il est programmé pour penser par le système, et bienvenue chez nous. C'est le type de personnalité que nous recherchons. Moi, j'ai toujours été en dehors du système, pour ce qui me concerne. Hein. Et quand vous êtes toujours en dehors du système, il est très dur de rentrer dans le système. Je ne peux pas rentrer dans le système. Je ne peux plus rentrer dans le système. Je suis dicté. Mais de fait, il y a beaucoup de gens qui font sécession dans le système. Hein. Et c'est ces gens-là vers lesquels on se dirige, nous qu'on recherche. Ça va de Michel Onfray à Éric Zemmour, en passant par 10 autres. Hein. Il y en a de plus en plus. C'est quand même les signaux encourageants que nous pouvons interpréter. Et bien, dès que nous en voyons un, Pascal Esséric, le patron de la rédaction, et moi-même, nous essayons d'aller le voir, en tout cas de le lire, de regarder ce qu'il fait, d'en parler, de le faire connaître. Hein. Et on se dit, c'est comme ça que ça se passait en Union soviétique. Je travaillais dans une autre vie aux éditions L'Âge d'Homme, qui était la grande maison d'édition des dissidents soviétiques. Hein. Et son patron, qui était un homme génial, Dmitrievitch, me disait, mais vous savez, Bousquet, les dissidents là-bas, Solzhenitsyn, c'est un soviétique, hein. Il est ingénieur grâce aux soviétiques. Hein. Il fait dissidence là-dedans. Il suffisait de se gratter le nez pendant un cours de marxisme-léninisme pour commencer le début de la dissidence. Il suffisait de bâiller. Vous baillez comme ça. Ou vous endormez. Il y a un pauvre gars qui s'est fait flinguer en Corée du Nord récemment parce qu'il s'était endormi pendant un discours du guide suprême. Voilà, c'est typiquement... Et la dissidence naît là-dedans. Donc, dès qu'elle se manifeste d'une manière ou d'une autre, hein, par une insolence, hein, par une chiquenaude, on parlait de la France et de l'esprit français, par un merde bien senti. Il y a quelqu'un qui pense, il y a quelqu'un qui a un peu de courage, autant aller voir. Vous avez parlé de Solzhenitsyn, c'est ce que disait Solzhenitsyn. Il dit la raison pour laquelle il nous impose la façon dont on doit parler, c'est que si on se met à parler différemment, ils nous repèrent tout de suite et peuvent nous envoyer dans un camp immédiatement. Ouais. Donc c'est le fameux logos des Grecs. Dès que vous n'utilisez pas leur logos à eux, vous êtes repéré. On est repéré, voilà. Mais si vous êtes repéré, ils finissaient en camp. Et nous, on finit, Dieu merci, il y a Internet, mais ils sont en train de le verrouiller. Ils vont essayer, en tout cas. Ils vont essayer, mais peut-être qu'on inventera autre chose. Moi, je disais tout à l'heure, on a perdu la guerre. Oui, on a perdu la guerre, il ne faut pas se mentir. Hein, puisque tous les centres de pouvoir, on ne les a pas. Mais on gagne quand même beaucoup de batailles. Il y a une jeune génération, moi, sur laquelle je fonde beaucoup d'espoir, en dépit de certaines faiblesses rédhibitoires. Hein. Mais quand même, l'image que j'utilise, c'est que j'ai vécu en France une grosse partie de ma vie, puisque j'ai été en Angleterre pendant 25 ans, ensuite 10 ans à Hong Kong, et tout. Et je suis rentré en France il y a 5 ans en me disant, si le bateau doit couler, je veux être dessus. Vous voyez, c'est quand même la moindre des choses. Et je me suis rendu compte que ce pays me faisait exactement penser à un feu de tourbière. C'est-à-dire que vous avez d'un seul coup une flamme qui sort là, vous allez voir, puis hop, elle sort à 300 mètres plus loin. Je veux dire, ce pays est en pré-révolution intellectuelle. Vous avez des feux qui brûlent partout, mais qui ne sont pas reliés les autres. La tourbière n'a pas pris, il y a des feux ici, des feux là et tout. Mais un de ces quatre, il va y avoir un embrasement, parce qu'on ne peut pas continuer
à empêcher les gens de penser par eux-mêmes. C'est insupportable. Ouais. La logique nous dit qu'en effet, quelque chose va se cristalliser. Quand, comment, que toutes ces énergies, que toute cette colère, moi je défends la colère, parce que la colère, tout le monde l'attaque, mais il y a un grand philosophe, le premier d'entre eux, Aristote, qui est le seul à la défendre, la colère. Et la colère a des vertus politiques, parce qu'elle veut réparer une injustice qui est faite, on aspire à... Il y a des colères partout, il faut les agréger. C'est les gilets jaunes, ça a été. Les gilets jaunes, il faut les fédérer. Quelqu'un va finir par les fédérer. La nature politique a horreur du vide, hein. Donc elle va le créer, c'est pas possible. Mais l'embêtant, si vous voulez, c'est qu'on peut avoir des colères et puis on réussit pas à fédérer et tout. Et à ce moment-là, ça débouche sur l'anarchie, l'anomie, et plus personne ne peut bouger. Et donc, la colère, c'est très important d'être en colère, mais il faut pouvoir la dominer pour agir. Voilà, il faut la discipliner. Il y a un grand théoricien du populisme qui est Christopher Lasch, américain, qui est le maître de Michéa, de Benoît, de moi, de beaucoup d'autres, hein, qui a beaucoup travaillé sur le populisme aux États-Unis, qui a toujours échoué à avorter. Sauf, disait-il, ça surprend les gens quand on leur dit ça, sauf Martin Luther King, disait Christopher Lasch. Martin Luther King réussit dans les pays du Sud. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie sur une colère légitime, mais surtout sur une structure sociale de petits commerçants, de petits artisans. Et il reprend un mot d'un théologien protestant, qui ce mot est le suivant. Il faut discipliner le ressentiment. Disciplinons la colère. Et il le fait, Martin Luther King, c'est très intéressant, mais il le fait aussi dans le cadre de la façon générale de penser des États-Unis, qui est en partant de la base, en montant des groupes de pression, etc. Le problème de la France, c'est qu'on s'attend toujours à ce que le problème soit résolu par le type par là haut. Et alors, là, il s'appuie vraiment, c'est un petit peu comme le Tea Party, qui est parti de deux petites organisations de passe et qui est monté, qui a fini par nous amener à 30 ans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le génie de Luther King, ça a été de partir de ce qui fait le fondement des États-Unis, c'est l'individualisme en quelque sorte. Moi, je corrige. Ayant des critiques à faire sur l'individualisme, je corrige et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Luther King s'appuie sur deux ressorts très puissants. La petite bourgeoisie noire émergente. Donc, il y a un tissu commercial, un tissu artisanal. Donc, des gens qui commencent à être assis dans la vie. Mais ça veut dire qu'ils ont accepté les valeurs américaines. Et surtout, l'autre point sur lequel il s'adosse, c'est sur l'Église. C'est sur le temple, c'est qu'il a ses deux bras en fait, et dès qu'il arrive, c'est ce que montre Christopher Lasch, quand c'est dans les États du Sud, ça se passe bien, parce que c'est une société traditionnelle, qui est pré-individualiste, elle est pré-individualiste, elle est traditionnelle, c'est-à-dire qu'on est attaché à la communauté. Dès qu'il arrive dans les villes du Nord, les villes industrielles du Nord, là où on fait les automobiles, là de General Motors, etc., Détroit et tout, il échoue. Et il est remplacé par les Black Panthers. Le message de Luther King échoue dans les bastions noirs industriels. Parce que c'est une société qui est déliée, c'est une société qui est plus communautaire. C'est une société aussi dans laquelle l'État commence à intervenir, c'est le début de la politique de Johnson et tout, où on file des tas de subventions, et c'est une façon de rompre ces liens. Voilà, de casser les liens familiaux, et communautaires, villageois, etc., ethniques, blancs et noirs du reste. Et ça, nous on l'a pas. On l'a vu pour les gilets jaunes, ça échoue parce que les gilets jaunes se sont enfermés. Il y a eu débat dans la rédaction d'Éléments. On a fait un entretien avec Étienne Chouard. On a fait même une couve avec Étienne Chouard, qui est le grand partisan du RIC, du référendum d'initiative citoyenne, et également d'une démocratie quasiment directe, en tout cas représentative, dans l'idée que les gens veulent se représenter, veulent se défendre. Non. En France, les gens cherchent un chef. En France, les gens, moi, je pense qu'on a un grand modèle populiste, c'est Napoléon III. Napoléon III a noué par-dessus les élites, pas les élites, parce qu'il a créé ses élites, Napoléon III, mais par-dessus les républicains, par-dessus les monarchistes, il a su créer et nouer avec les Français une relation privilégiée, à la De Gaulle, du grand homme. Les Français ont besoin, on peut le regretter, à Éléments, on le regrette. Moi, j'aimerais que les Français soient comme les Suisses, c'est-à-dire que ou les Américains, nous nous auto-organisions. Mais les Français y résistent, tradition latine, tradition pré-jacobine, capétienne, d'autres traditions, peut-être catholiques, peut-être. Donc, on a besoin d'un chef. Moi, je crois que les Gilets jaunes attendaient un chef. Et le deuxième mouvement Gilets jaunes a fait croire aux Gilets jaunes que vous n'avez pas besoin de chef. Personne ne doit vous représenter.
Et ça a échoué, bien sûr. L'organisation ne veut pas, l'organisation par-dessous ne veut pas dire l'absence de chef. Mais ça veut dire d'accepter des disciplines. Parlons un petit peu alors, parce que là on parle des États-Unis et tout. Bon, la droite est dans une déconfiture totale en France. Oui, là, comme la gauche. Hein. Comme la gauche. Et bon, ce pays n'est plus gouverné quelque part. Il y a une espèce de tyrannie du détail et d'absence de vue d'ensemble. Où est-ce que ça va nous mener tout ça? Vaste question. Vaste sujet. Qu'on ne soit pas gouverné, ça ne fait pas un pli. Il y a un très bon bouquin de Rouviwa sur le sujet, sur les logiques technocratiques de gouvernance, qui sont très anciennes en France. Donc on a remis les clés du camion à des gens qui ne font pas de la politique, qui sont des techniciens, mais pas des ingénieurs. Si au moins c'était des ingénieurs, ils seraient faire monter un rail. En Chine, c'est des ingénieurs. Pardon ? En Chine, c'est des ingénieurs. Ouais, au moins, voilà. C'est qu'on a perdu des ingénieurs au départ. Voilà, où on a perdu des ingénieurs. C'est ce que dit Pierre Vermeuren sur la France qui déclasse, où il montre que la désindustrialisation de la France, elle est aussi faite parce que dans la classe de la technostructure, il y a une disparition des ingénieurs au profit des technos, des financiers, des communicants. Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'on aura remplacé les corps des mines par des inspecteurs des finances. Ouais, voilà. Donc, pour faire bref. Pour faire court, mais c'est à peu près ce que dit aussi Vermeuren et ce que je dis, ce que je dis après vous. Que va-t-il se passer? L'impression que j'ai vue de l'extérieur, et là c'est que quand je regarde tout ça, je me dis, dans le fond, dans un pays, il y a trois choses. Il y a le peuple qui s'occupe, qui élève ses enfants, qui essaye de monter des business, de travailler, enfin bref. Puis au-dessus, vous avez la classe administrative qui gère l'État. Et la classe administrative, elle a pour principale caractéristique de détester le risque. Donc ce sont des gens, si vous voulez, qui font de longues études pour savoir comment mettre le boulon ici ou le boulon là, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, tout en haut de la structure, vous devez avoir des gens dont le rôle est de prendre le risque pour la nation. Et ce qui s'est passé depuis Giscard, c'est que dans le fond, la classe administrative a pris le contrôle du politique et essaye d'enlever tout risque du politique. Mais la seule noblesse du politique, c'est le paratonnerre contre le risque. S'il se trompe, on lui coupe la tête, quand vous voyez ce que je veux dire. Donc on a mis au pouvoir, pour gérer le pays, des gens qui détestent le risque et qui sont incapables presque constitutionnellement, parce qu'eux, ils sont allés vers le non-risque. Et ils essayent d'attraper tout le pays pour l'amener vers le non-risque. Alors que le pays ne vit que de risque. Je vous rejoins, ça fait pas un pli. Il faut presque faire une lecture. Vous faites une lecture sociologique et psychologique de la politique, mais il faut la faire. Il y a une aversion au risque qui traverse tout le corps social. À partir du moment où le pays est géré par des gens qui détestent le risque. Disons le mot, par des fonctionnaires du pouvoir. Voilà. Alors, simplement, ce sont des hauts fonctionnaires, certes, mais ils ont une conception fonctionnariale et donc je retombe sur Oviwa, sur les Saint-Simoniens au départ, vous savez, l'administration des choses. La gouvernance repose là-dessus, c'est l'idée qu'en fait on est sur un rail et qu'on a besoin d'opérateurs pour accomplir un certain nombre de missions, mais qui ont déjà été... Voilà, mais si le pont s'effondre où il arrive le train, il continue. Voilà. Ils continuent. Ou alors ils sont perdus. Moi, je pense. Ils sont complètement perdus. Ils sont perdus. D'où le Covid, par exemple. Le Covid, c'est l'inconnu dans l'histoire. C'est tout d'un coup, c'est un truc qui n'est pas programmé dans leur cycle d'études. Eux, ils ont ou c'est la ligne Maginot qui marche pas. Voilà, et ils savent plus quoi faire. Ils sont déroutés. En fait, non seulement il y a une aversion au risque, mais elle traverse tout le corps social, l'aversion au risque. Mais bien sûr, parce que sur ceux qui réussissent. Mais je pense que ça dépasse le cadre de la classe de dirigeants. Je pense que tout dans le monde qui est le nôtre, on le voit sur le coronavirus, ça impacte toutes les classes sociales. Et on a peur du risque, on a peur de la mort. Mais on la cache. Mais 90% de la population a peur du risque. Mais dans les sociétés anciennes, on nommait pas chef de l'armée le type qui avait peur du risque. On savait que le type, il était plus courageux, et on l'amenait, c'est pas par hasard qu'on s'est retrouvé avec des généraux en France, mais en général des généraux qui avaient fait la guerre, pas des généraux qui avaient fait l'école de guerre. Pas au XXe siècle, moi au XXe siècle, en tout cas au début des guerres, Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est cette espèce de prise de contrôle de l'État, et par des gens qui ont fait des études pour gérer l'État,
Mais l'État, c'est le machin. Mais moi, je pense que ça, la différence, je pense que le point d'opposition, pardon, c'est que je vous rejoins, mais à ceci près que c'est pas un phénomène spécifiquement français qui ne concerne pas que cette classe sociale-là. Moi, je vois la même chose chez nos voisins, avec des ordres... L'Europe mène à ça. L'Europe, mais je vois ça, quand je dis nos voisins, je vois ça en Amérique, dans l'Occident. Regardez Trump. Lui, les Américains ont voté pour un type qui n'avait pas peur du risque. Pour moi, c'est Trump, est-ce qu'il est contre-cyclique ou est-ce qu'il annonce le futur? Mais le futur peut être différent pour la France, pour les États-Unis. Eux, ils peuvent retourner vers leur risque. De toute façon, il le sera. Il le sera, mais ils peuvent aller vers le risque et nous, on peut aller vers le non-risque. Mais si on va vers le non-risque, on est mort. Mais moi, je suis pas convaincu que ce soit... Il est pris... Trump, on peut faire plein de lectures de Trump. Hein. On l'a comparé à Jackson. On a dit que c'était le nouveau président jacksonien. C'est-à-dire que c'est le président qui considère que l'étranger ne compte pas, ça l'intéresse pas, qui ne se concentre, qui est plutôt isolationniste, hein, et qui déchire et qui divise le paysage politique et qui le clive. Ce qu'il a fait à 150 ans de distance. Hein. Mais je pense que je suis pas sûr qu'il prenne des risques, Trump. C'est un entrepreneur de spectacle. Hein. Avant d'être de spectacle, il a été l'un des plus gros comme promoteur immobilier. Vous prenez des risques insensés. Ensuite, il a monté une chaîne d'hôtels. Ensuite, il a créé le spectacle qui marchait le mieux aux États-Unis. Pendant 12 ans de suite, il a été premier sur le... Et enfin, il se lance en politique pour la première fois et il gagne. Donc, si vous voulez, ça suffirait à un seul homme. Non, qu'on se comprenne, c'est un phénomène, Trump. Non, mais c'est pas un phénomène, c'est un type qui a pris des risques insensés toute sa vie. Est-ce qu'il a pris des risques? Mais il a failli sauter 3 ou 4 fois. Je parle pas de sa carrière entrepreneuriale, je parle de son mandat. Oui, il en a pris... Mais écoutez, il a été attaqué... Non, moi, ce que je veux dire, c'est pas... m'aurait attaqué comme ça pendant 4 ans, ouais. J'aurais jamais survécu. Les attaques qu'il a pris pendant 4 ans, c'est inimaginable. Il a été impeach, on lui a coté un procureur spécial, on lui a collé, on lui a fait sauter les gens, il a été trahi dans tous les sens par ses ministres de la Justice et tout. Non, mais je le comprends. J'aurais voté Trump, hein, américain. Mais je pense qu'il faut pas qu'on se laisse enfermer dans l'alternative Trump ou Biden. Hein. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est que... Je vais aller jusqu'au bout. Parce que Trump a une spécificité vraiment américaine. Hein. J'ai parlé de Jackson, hein, entrepreneur. Hein. On n'a pas beaucoup d'équivalents. Il y avait Berlusconi en Italie. On doit trouver d'autres équivalents. Je veux dire, mais c'est pas la norme comme ça l'est aux États-Unis. Donc il a beaucoup de traits américains. Il a un autre trait américain. Quand je dis entrepreneur de spectacle, hein, c'est que c'est une bête médiatique. Hein. Ah, tout à fait. On oublie la psyché américaine. Hein. Vous la connaissez bien, mais on la néglige. Hein. Aux États-Unis, il y a une dimension spectaculaire au sens de la société du spectacle. Hein. Son inventeur, c'est Barnum. On a oublié le rôle qu'a joué Barnum aux États-Unis dans la construction de l'imaginaire américain. On ne le sait pas même en France. Hein. Barnum, il a créé un musée qui a été visité au 19e siècle par 30 à 40. C'est le Puy du Fou, puissance 100. C'est Walt Disney avant Walt Disney. Il a contribué à forger un imaginaire XXL, hein, fort en gueule, hein, tapageur, cow-boy. Hein. Je porte aucun jugement de valeur disant cela. Je dis simplement que ça correspond à un imaginaire politique. Hein. Si nous transplantions ça en France, hein, c'est pas compréhensible. Hein. Même en Europe, même en Italie. Je dis pas qu'il faut le transmettre. Ce que j'essayais de dire, c'est une chose différente. C'est que aux États-Unis, vous avez des gens qui ont pris des risques, comme le général Eisenhower, par exemple, etc., qui ont été au sommet. Et Trump a pris des risques toute sa vie, et il n'a jamais essayé d'être fonctionnaire pour gagner sa vie honorablement, etc. Tandis que chez nous, ça fait à peu près depuis Giscard, on a eu... Vous savez, quand j'étais dans ma business school aux États-Unis il y a très longtemps, il y a un de nos professeurs qui nous a dit « Pourquoi croyez-vous qu'on veut vous embaucher ?» Et on s'est dit « Il est idiot, ce gars-là. » Parce qu'on est les meilleurs, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'il comprendrait? Il nous a dit, non, vous n'avez pas compris. Vous avez 27-28 ans, et vous faites toujours des études. Ça veut dire que vous êtes de la chair à canon, que vous n'avez aucun caractère, parce que si vous avez eu de caractère, il y a 10 ans que vous auriez créé votre entreprise. Et je me suis dit, ce gars-là a raison. Ce que je veux dire par là, c'est que les gars qui font des études, ce sont quelque part des gars qui essayent de s'établir une rente. La rente des études. Et donc, en France, on pense que le gars qui s'est établi une bonne rente parce qu'il a fait des bonnes études serait le plus à même de prendre des décisions. Or, c'est exactement l'inverse, puisqu'il a été coaché pour ne pas prendre de décision.
Mais je vous rejoins. Hein. Il y a la question américaine qui est, disons, je la mets de côté. Mais je vous rejoins. Il y a depuis maintenant presque 50 ans, puisque ça nous ramène en 74, 45 ans, depuis même 44 ans, peu importe. Hein. On a cédé le pouvoir. On aurait pu dire ça de Pompidou à certains égards. Hein. Mais Pompidou était dans le sillage de De Gaulle, etc. Et Pompidou avait su s'entourer de très grands serviteurs de l'État, qui étaient tous des ingénieurs d'ailleurs. Et donc, mais ça joue, c'est indiscutable. Ça joue. Dans d'autres termes que les vôtres, hein, mais cette aversion au risque se traduit de toutes les manières possibles et imaginables. D'ailleurs, si on regarde le profil scolaire des gens que nous évoquons, c'est l'ENA. Donc, ce sont vraiment des techniciens du droit, des techniciens de la gestion, donc en l'occurrence des fonctionnaires. De la gestion de l'État. Voilà, oui, bien sûr, de l'État. Fait pour obéir à des protocoles, à des procédures. Et voilà. Et dès qu'on, même à la limite, presque on pourrait presque dire, j'en parle dans un bouquin que j'ai fait sur le coronavirus. Hein, ce sont des contrôleurs de gestion. Ils contrôlent de la gestion. Et on nous a mis ça à l'Europe aussi. Oui, je sais. Donc il y a 2 étages de non-preneurs de risque. Et raison pour laquelle hein, ils insistent, même inconsciemment, ils font en sorte inconsciemment à ce qu'on soit vraiment sorti de l'histoire. Parce que si on est sorti de l'histoire, hein, après tout, je veux dire, on est sur des rails, on peut aller jusqu'au bout indéfiniment, peu importe. Hein. Mais on n'est pas sorti de l'histoire. Puisqu'il arrive de la violence hein, par l'islam, hein, il arrive de l'inconnu par un virus, hein, et là ils sont déroutés, là ils sont désarmés. Par l'émergence des vieux pays, regardez par exemple, on va ressurgir devant nos yeux ébahis l'Empire turc, la Sublime Porte, on va ressurgir l'Autriche-Hongrie avec l'alliance, le Visegrad, on voit surgir la résurgence, je sais pas, de l'Empire perse. Et donc vous avez ces espèces d'empires qui renaissent et qui sont violents. Et j'avais lu un très bon bouquin d'un gars qui s'appelait Paoli, qui avait écrit La mort du soldat, je crois qu'il s'appelait. C'était un livre très intéressant parce qu'il disait on a besoin du soldat pour impressionner les autres, en quelque sorte. Et toutes nos sociétés ont été d'essayer de remplacer le soldat par le juriste. Ouais. On va se défendre par le droit, les gars. Mais à partir du moment où vous avez Attila aux frontières, le droit, ça devient un sujet intéressant, mais... Disons que la question du droit, c'est la question des sociétés qui sont les nôtres depuis 3 siècles. Hein. On est le dernier bastion, aujourd'hui, à s'en réclamer, à s'en référer, c'est l'Europe. Hein. C'est un signe que notre continent est, qu'on ne veut plus se battre. est exsangue, hein. Oui, et moribond, peureux, prêt à négocier. C'est Alain Juppé. C'est Alain Juppé. Les accommodements, vous savez ce que disent les Finlandais. Ils disent quelque chose de très intéressant. Ils disent dans un pays, il y a toujours une armée. Si c'est pas l'armée du pays, c'est l'armée du pays d'à côté. Et ils le savent parce qu'ils ont la Suède et la Russie à côté. Non, mais et donc, eux, ils sont prêts à avoir l'armée du pays d'à côté. Simplement, il faut s'interroger sur... là, c'est une question que je vous adresse, on renverse les rôles, pardonnez-moi. Bien sûr, mais avec plaisir. Sur cette question du droit, elle est envahissante depuis 3 siècles. Hein, dans le sillage des Lumières, hein, de la pensée libérale, de la pensée de l'émancipation de l'individu. Elle naît surtout d'une idée que les peuples et les communautés et les collectivités ne sont pas des agrégats suffisamment solides, hein, et en tout cas qui sont étouffants, qui permettent pas à l'individu de s'épanouir, hein, et donc on les a peu à peu sabordés, sapés, cassés, déconstruits, pour recourir à un langage un peu à la mode, hein, et qu'on est tout nu aujourd'hui. L'Europe est toute nue, puisqu'en effet elle n'a plus que le droit. Elle n'a plus donc que les logiques de l'individu, puisque l'individu, les logiques individuelles prévalent sur les logiques collectives. Hein. Donc tous les pays que vous évoquez... Je suis pas d'accord. Je vais jusqu'au bout. Mais les pays que vous évoquez, sur lesquels moi je fonde beaucoup d'espoir, hein, parce qu'il n'y a pas de raison que l'âme ottomane, hein, que l'âme turco-mongole, hein, que l'âme perse que vous évoquiez, que l'âme chinoise, hein, pourquoi l'âme européenne, hein, je suis un lecteur de Dominique Vénère, hein, qui est en dormition, pourquoi ne se réveillerait-elle pas? Moi, je fais le pari qu'elle va se réveiller au bord du gouffre, au bord du précipice, qu'elle va se ressaisir d'elle-même. Hein. Mais à ce compte-là, il faudra que nous renoncions à la logique libérale, individualiste qui est la nôtre depuis 2 à 3 siècles. Hein. Puisque celle-là repose sur le postulat que nous faisons notre salut individuellement. Je ferai mon salut que tout seul, hein, pas à travers mon peuple, pas à travers les miens. C'est pas exactement. Enfin, on va pas se lancer dans une discussion sur le libéralisme parce que ça c'est autre chose. Mais si vous voulez, la grande différence entre notre société, comme l'avait dit Huntington il y a longtemps, il y a 20 ans, et les autres, c'est que dans le fond,
les autres sont toutes des sociétés collectives, c'est-à-dire que vous voulez sauver la tribu, votre groupe, etc. Notre société, si vous voulez, elle est fondée sur l'idée très profonde que Dieu ne sait compter jusqu'à 1. Donc vous devez avoir un rapport avec Dieu, ce qui ne veut pas dire que vous ne vous occupez pas des vôtres. Mais Dieu a un projet pour vous individuellement, ce qui ne veut pas dire que vous serez individualiste. Votre projet individuellement, ça peut être, et ça a été tout l'Occident chrétien. Donc c'est pour ça qu'on a toujours vaincu les autres, c'est parce qu'on était des individus qui savions pourquoi nous nous battions. Et c'était pour notre liberté individuelle. Et c'est pour ça que les Grecs ont toujours tapé les Perses. C'était parce que les Perses, ils se battaient pour un empereur, et nous, on se battait pour la liberté. C'est pas du tout la même chose. Donc, je crois que le monde que vous décrivez est celui dans lequel nous sommes rentrés aujourd'hui, mais l'individualisme a disparu, puisqu'il a été remplacé par un esclavagisme à l'État. C'est plus l'individualisme, ça. Moi, je distingue la personne humaine de l'individualisme. Hein. J'aurais envie de vous dire, vous savez, c'est le mot de Bossuet que Zemmour a popularisé. C'est qu'il est difficile. C'est celui de Michéa, en fait. Hein. C'est qu'on peut pas, en tout cas, sur un plan de pure logique formelle et philosophique, chérir les causes tout en déplorant les conséquences. Hein. Moi, mais cet individualisme, ce regard de Dieu... Je voudrais vous répondre. Là, pour le coup, il y a une unité de pensée dans la rédaction d'éléments. C'est que nous pensons que... Mais on peut se tromper. Hein, on se trompe tous. On en débat. Voilà. C'est que nous pensons qu'il y a une unité fondamentale des libéralismes de gauche et de droite, avec une spécificité américaine que je vous concède volontiers, celle de la destinée manifeste. Plus largement, c'est l'idée qu'il y a une religion civile aux États-Unis, qui n'est pas le christianisme, qui est l'idée qu'il y a une alliance entre l'Amérique et Dieu, quoi. Que le peuple élu, le peuple messianique et les États-Unis. Ça, c'est le propre de l'Amérique. Donc, qui permet à beaucoup d'égards à ce que les logiques centrifuges de l'individualisme. L'individualisme, ce sont des logiques centrifuges, pas centripètes. Ça veut dire que vous vous éloignez de plus en plus du noyau central. De plus en plus, jusqu'à sortir de l'orbite. Et c'est ce qui nous menace. Nous sommes sortis de l'orbite communautaire. Nous sommes sortis, en Europe, et en France en particulier, on est sortis de l'orbite communautaire protecteur, auquel les peuples aspirent. Là, subitement, les peuples aspirent. On a fait beaucoup de psychologie. Moi, je vous rejoins, je trouve qu'on n'en fait jamais assez de la psychologie sur les hommes politiques, pour les comprendre. Mais l'âme humaine, on a besoin de deux choses. De la liberté, j'en concède très volontiers. L'âme humaine a besoin de respirer. On a besoin de respirer. Mais on a besoin d'être protégé aussi. On a été trop loin dans la liberté. Moi, je vous assure qu'en France, aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'être libre. J'ai vécu à Hong Kong, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en Angleterre. Ils me laissaient bien tranquille. Aujourd'hui, l'idée que j'ai trop de liberté en France me fait plutôt rigoler. Politiquement, j'ai pas de liberté. Mais simplement, si j'ai la liberté de devenir aujourd'hui trans, j'ai la liberté de changer de sexe, ce qui me semble être une aberration anthropologique, une aberration pour la survie des peuples et de notre espèce. Eh bien, cette liberté-là, je l'ai. Parce que, si vous conduisez à son... Je suis un lecteur de Foucault très critique, mais Foucault pousse à son terme les logiques de l'individualisme. Il dit qu'on a émancipé l'individu. La logique de la modernité, c'est pas lui qui dit ça en fait, il suffit de regarder la modernité sur 3-4 siècles. Qu'est-ce que fait la modernité ? Elle passe son temps à émanciper le serf du maître, l'homme de la femme, le roturier du noble. Aujourd'hui, on est arrivé à un nouveau stade d'émancipation, celui du genre. Donc le sexe biologique de l'homme, on est aujourd'hui avec l'animalisme en train d'émanciper l'animal. Ce sont les logiques. La modernité est portée, le paradigme c'est ça, c'est émanciper. Nous émanciper de quoi ? Eh bien du destin, de la communauté. Et le terme du terme, c'est m'émanciper, moi François Bousquet, de mon assignation sexuelle. C'est ce que Foucault appelait la propriété de soi. Le terme, disait-il, de l'individualisme, c'est que je suis propriétaire de mon corps. J'en fais ce que je veux. C'est ça, leur liberté, c'est ça. C'est pas la mienne. Leur liberté, mais c'est pas du tout la mienne, parce que moi, étant chrétien et catholique, si vous voulez, je ne suis pas libre de m'émanciper comme ces gens-là. Donc, ce que j'essaie de dire, si vous voulez, c'est que le but de tous ces gens-là, ça a toujours été en particulier de virer comme vous l'avez dit tout à l'heure, tous les ordres religieux, de détruire l'Église catholique, et donc parce que ce qui vous permet de rester debout, c'est dans le fond, et de ne pas aller vers toutes ces folies, c'est d'une foi qui ne peut être qu'individuelle.
Vous ne pouvez pas imposer une foi collective. Donc, ce qu'on a fait, c'est que vous avez détruit ce qui permettait de tenir debout. Et en détruisant ce que vous avez permis debout, ça a fait monter cette espèce d'individualisme imbécile. Mais il ne faut pas oublier que ce qu'on a détruit, c'est d'abord... De fait, hein, le but de ces gens-là, ça a toujours été de détruire les églises. Quoi. Alors, sauf les musulmans, pour des raisons qui m'échappent. Oh, mais on le voit avec Radio France qui refuse... Mais pourquoi sont-ils tellement indifférents aux musulmans? Alors, ça sera encore un autre sujet, mais pire de notre dégénérescence, hein, c'est celui de la haine de soi. Mais je voudrais vous répondre sur l'individu, parce que c'est une question centrale, hein, et une opposition qui pourrait presque une opposition importante. Hein. Moi, vous avez raison. La foi, c'est individuel. C'est quelque chose. C'est une expérience individuelle. Mais par contre, hein, l'Église, qu'est-ce que c'est que l'Église? L'Église, c'est le corps du Christ dans l'histoire. Hein. Et l'Église, elle conçoit que la foi est une expérience. Elle le sait inconsciemment, que c'est une expérience. La sociologie va lui apprendre 2000 ans après. La foi, c'est une expérience individuelle. Hein. Moi, mes parents n'ont pas transmis la foi. Parce que ça ne se transmet pas, la foi. Par contre, mes parents m'ont transmis autre chose, qui n'est pas la foi, qui est l'expérience communautaire de la foi, c'est-à-dire les rites, c'est-à-dire la liturgie. Et dès lors que je rentre dans l'Église, n'a tenu qu'à travers les rites et la liturgie, pas la foi. Moi, l'Église, elle me considère, tenez-vous bien, elle me considère comme un athée pieux. Parce que je recours aux sacrements, aux principaux, mais je n'ai pas la foi, je ne l'aurai pas. Je le sais que je ne l'ai pas. Si je peux dire, je ne sais pas si je l'ai, mais c'est la question. Mais c'est pas grave, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, je vous réponds, je m'en moque parce que ça n'est pas une expérience individuelle, très précisément. Grâce au rite, grâce à la liturgie, grâce au corps du Christ dans l'histoire, ce qu'est l'Église, hein, la foi, la chrétienté est devenue une expérience communautaire, identitaire, collective. Et c'est ça qu'ils ont voulu détruire. Et c'est ça qu'on a détruit, bien sûr. Parce que la chrétienté, c'était quand même un miracle entre une espèce d'existence collective et la primauté de l'individu. Et c'est cette espèce de tendance qui était... Mais ce que j'aime beaucoup, ce que disait Bernanos, il disait... L'Église, c'est un vaisseau qui a son gréement dans les étoiles et sa coque dans la merde. Magnifique. Magnifique. Et c'est exactement ça, mais c'est le fait qu'elle ait eu la coque dans la merde ne voulait pas dire qu'il fallait la détruire. Elle avait quand même son gréement dans les étoiles. Mais écoutez, moi, je trouve ça très intéressant, toutes ces discussions. Je ne sais pas si ça m'intéressait les gens. J'espère que ça va intéresser les gens. Et comme vous espérez que je ne saurais trop vous recommander donc de lire Éléments. Et ça ne veut pas dire... Encore une fois, si vous voulez, moi j'ai créé une société un petit peu spéciale qui s'appelle GAFCAL, avec mon fils il y a 25 ans, qui fait des recherches sur l'économie, ce qui se passe dans tous les pays du monde et tout. Et nous avons un évangile, en quelque sorte, une chose auquel nous croyons, c'est qu'il n'y a pas d'esprit maison. C'est-à-dire que le chef n'a pas raison, c'est peut-être un standardiste qui a raison, donc vous voyez ce que je veux dire. Donc tout le monde a le droit de s'exprimer et d'exprimer ses opinions. Donc je vais lire avec soin votre revue, je l'avais déjà parcouru autrefois, à plusieurs reprises. Il est possible que je ne sois pas d'accord avec des tas de trucs, mais ça n'a aucune importance. Il faut frotter sa cervelle, disait Bien sûr, oui. Ce que je veux dire. Il faut la mettre à l'épreuve. Hein. Il faut la mettre à l'épreuve. Et on ne s'enrichit qu'avec des gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. C'est ça qui me tue dans la période actuelle. Dans la période actuelle, si vous voulez, si vous ne pensez pas comme celui en face de qui vous êtes, il vous refuse de vous entendre. Mais je n'apprends que par celui qui n'est pas d'accord avec moi. Ça tombe sous le sens, Et c'était ça la force de l'Occident. Et réciproquement, c'est la force des Grecs. Hein. C'est la force des Grecs. Les Grecs, alors je vous rejoins. Les Grecs d'abord, parce que les Juifs qui s'hellénisent à travers les auteurs de la Septante. Enfin, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais c'est le propre des Grecs, du génie grec, donc du génie européen. C'est notre aptitude, mais dont nous mourrons aujourd'hui. Dont nous mourrons. Notre aptitude à produire notre propre autocritique. Hein. On est les seuls. Il n'y a pas d'équivalent chez les Ottomans. Et à s'intéresser aux autres. Et à aimer les autres. s'intéresser. Voilà, mais on en meurt. Voilà. Simplement, on en meurt. Poussé à un excès, l'autocritique devient suicidaire. Et l'amour du prochain devient l'amour du lointain. Et la haine de soi. Et on en meurt. Hein. J'avais un prêtre que j'aimais beaucoup, avec qui j'ai joué au rugby, parce que j'ai beaucoup joué au rugby, qui disait... Ça, c'est de droite. Hein. C'est de droite, oui. Le rugby, c'est toutes les valeurs de droite. Alors, il n'y a pas chiqué, là, c'est pas... vous n'allez pas me convaincre. Mais qui disait, quand on lui parlait, vous savez, de... Tant la joue, quand on donne une claque, tant l'autre joue. Il disait, donc, je tends l'autre joue, et après, le Christ me dit pas quoi ce qu'il faut faire, et je lui rentre dedans. J'ai toujours trouvé ça admirable. Donc, je tends l'autre joue, il met une deuxième claque, et là, très bien, très bien. J'ai le quartier libre. Bon, il serait temps que l'Occident tende notre joue, l'ayant fait. Ça, elle le fait. Elle le fait, et commence à dire, bon, à partir de maintenant, il serait temps que ce soit à moi de mettre les claques, quoi. C'est notre salut en dépend. Vous savez, il faut faire comme je dis toujours au rugby, il faut ouvrir la boîte à claques.
Je crois qu'il est temps que l'Occident ouvre la boîte à claques. Voilà, c'est de toute façon, notre survie passe par là. Si on se ressaisit pas, si on est cuit, si on est dominé par la haine de soi comme on l'est dominé partout dans les univers centraux, on est cramé. On est cramé. On est foutu. Mais c'est pour ça qu'on va se battre. Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci à vous. Ouais.